Hello human! Welcome back to the wonderful world of Ellen English. Aujourd'hui tu me retrouves avec un nouveau décor. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qui va venir couper le planning que j'avais établi pour la sortie des vidéos parce que à la base je ne pensais pas faire d'épisodes sur les élections américaines et le système électoral américain, mais en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que ça pouvait toujours être utile de faire une vidéo assez basique, assez courte j'ai envie de dire, sur le système électoral américain, parce que la prochaine opportunité en fait ce sera dans 4 ans, et comme on ne sait pas où on sera dans 4 ans, je me suis dit carpe diem, faisons ça maintenant. Donc aujourd'hui on va voir le système électoral américain. Si t'es prêt à tout comprendre, en route pour la vidéo! Commençons cet épisode avec un peu de vocabulaire. Tout d'abord, quand en français on dit les élections présidentielles américaines, eh bien en anglais, on va un petit peu changer l'ordre des mots puisqu'on dit The American Presidential Elections. Également, pour dire une année électorale, on dira Election Year. On peut donc faire la phrase 2020 is an election year. Le verbe qu'on va utiliser, c'est bien évidemment élire, to elect, qui sera soit utilisé à la voix active, The American citizens elect the president, ou à la voix passive, The President is elected by the citizens. Vocabulaire politique toujours, pour dire un mandat, on dit a term, et comme aux États-Unis, le président est élu pour un mandat de 4 ans, on dit a 4-year term. On viendra ensemble sur cette construction a 4-year term un peu plus tard, dans une autre vidéo. Le verbe à utiliser devant mandat, a term, c'est to serve. On dira donc the president serves a 4-year term. Et petit point assez important, dans la Constitution américaine, il est inscrit qu'un président ne peut pas remplir plus de 2 mandats consécutifs. Par exemple, le président Obama a eu un premier mandat puis a été réélu pour un deuxième mandat. Eh bien, en 2016, il était impossible qu'il puisse participer en tant que candidat aux élections présidentielles. Par contre, si en 2024 il veut se représenter, il pourra tout à fait le faire. Voilà maintenant le point épineux des élections présidentielles américaines. Si nous en France nous avons un suffrage universel direct, c'est-à-dire que chaque citoyen français en âge de voter va voter directement pour le candidat qu'il ou elle veut élire, eh bien aux États-Unis nous avons un suffrage indirect, c'est-à-dire que les citoyens vont voter pour des grands électeurs qui eux-mêmes vont revoter pour un candidat à la présidence. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que le candidat à la présidence se présente directement avec un candidat à la vice-présidence. C'est pour ça que tu as sûrement dû voir pendant cette campagne électorale des petites affiches Trump-Pence et Biden-Harris, en sachant que Trump était candidat à la présidence et que Pence était candidat à la vice-présidence de Trump. Quant à Biden, qui était candidat pour la présidence, eh bien sa vice-présidente candidate, c'est Harris. Collège électoral, c'est donc un ensemble d'électeurs qui sont choisis pour élire un candidat à la présidence. Il y a 538 grands électeurs au total. Le ticket, donc le couple président-vice-président qui remporte l'élection, doit avoir au moins 270 voix de grands électeurs. Et comment on fait pour décider quel nombre de grands électeurs il y a par État? Eh bien, chaque État dispose du même nombre d'électeurs qu'il a de représentants au Congrès. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, chaque État est représenté en fonction de sa densité de population. Qu'un grand État, comme le Texas, va avoir moins de grands électeurs qu'un État un peu plus petit, la Californie. Parce que la Californie est plus densément peuplée que le Texas. Ça, on va le voir juste après, tout de suite, avec la carte des élections.
Tu as pu voir à la télévision sûrement ce genre de petites cartes avec des états en rouge et des états en bleu. Très important, la règle du winner takes it all. Attention, quand tu dis winner, tu fais un son I court parce que si tu dis winner, tu dis complètement autre chose. Mais complètement autre chose. The winner takes it all, ça veut dire que si dans un état, un ticket a plus de 51% des votes populaires, c'est-à-dire que si plus de 51% des votants dans un état a choisi tel ticket, eh bien tous les grands électeurs de l'état vont voter pour ce même ticket. Généralement, on associe la couleur bleue au parti démocrate et la couleur rouge au parti républicain. C'est pour ça que lors des résultats des élections présidentielles, les États sont colorés en bleu si le vote des grands électeurs est passé du côté démocrate, ou en rouge si le vote des grands électeurs est passé en faveur des républicains. Et c'est pour ça qu'on suit État par État les résultats. Par exemple, si en Californie, il y a 51% des votants qui choisissent Biden-Harris, eh bien la totalité des 55 voix des grands électeurs californiens va aller en faveur de Biden-Harris. Ici, nous avons une liste, alors une liste très courte, j'ai pas fait tous les États, mais je veux te montrer comment ça fonctionne. Alors, comme je l'ai dit, la Californie a 55 grands électeurs, le Texas en a 38. Ensuite vient l'État de New York, à ne pas confondre avec la ville de New York. L'État de New York, donc, et l'État de Floride, qui ont tous les deux 29 grands électeurs. Puis ensuite, la Pennsylvanie et l'Illinois, qui ont 20 grands électeurs. Et les 7 États les moins peuplés ont 3 grands électeurs chacun. Et ces États sont l'Alaska, le Dakota du Nord et du Sud, le Delaware, le Montana, le Vermont et le Wyoming. Alors comme on peut le voir, c'est surtout des États du Nord qui sont peu peuplés parce que les États-Unis sont un pays absolument énormissime. Ça représente d'environ 14 fois la France en termes de surface. Et dis-toi que pour aller de New York à Los Angeles, il faut 4 jours de voiture. Grand pays, étendue sauvage, nature indomptée. Et dans les États du Nord, eh ben forcément on a moins de densité de population que dans un état du sud comme la Californie par exemple. Pour terminer, je t'ai choisi 6 présidents particulièrement célèbres. J'ai identifié en rouge ou en bleu le parti qui le représente. On va le faire par ordre chronologique plutôt que par couleur. Nous avons en premier, chronologiquement, mais pas en premier dans l'ordre des présidents américains, le fameux Abraham Lincoln qui est très connu pour avoir aboli l'esclavage. Avant l'abolition de l'esclavage, il a causé la guerre de sécession, justement à cause de ses idées abolitionnistes. Nous avons ensuite Franklin Roosevelt, qui lui est très connu pour pas mal de choses, et si je ne m'abuse, c'est le seul président qui a pu faire 3 termes consécutifs, alors que la Constitution américaine interdit justement ce genre de choses. On y reviendra, je ferai peut-être une timeline des American Presidents, on verra. Il y a Richard Nixon, qui lui est très connu pour le scandale du Watergate. Vient ensuite George Bush, père, pas George W. Bush, son père. Alors si George W. Bush, dans les années 2000, est allé faire la guerre en Irak, son papa est allé faire la première guerre du Golfe. Tel père, tel fils. Nous avons ensuite Bill Clinton, qui lui est connu pour un fait qui n'est pas très politique, qui est sa petite affaire avec Monica Lewinsky. Et nous avons enfin Barack Obama, qui a été le premier président afro-américain à être élu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'en sais un petit peu plus sur le système électoral américain. J'ai pu te rafraîchir la mémoire sur quelques présidents très célèbres. Mercredi prochain, tu pourras retrouver le niveau 3 de la phrase simple où on va traiter du type de phrase. C'est le moment de mettre un pouce bleu si t'as appris quelque chose, de commenter, de partager à un ami et surtout de t'abonner si tu veux continuer à apprendre l'anglais avec moi. Quant à moi, j'espère te revoir au prochain épisode. Allez, see you later, human!